Alors, je vais maintenant passer la parole à Madame Anne Clotour, qui est la présidente de l'association syndicale du Lys. Et son exposé a été drôlement balisé, je ne sais pas ce qui va lui rester. Hein. J'ai appris beaucoup de choses, donc merci pour cette présentation enrichissante. Je fais comme ça? Avec les flèches. D'accord, parfait. Voilà. J'ai préparé une présentation pour reprendre, expliquer ce qu'on est en train de faire donc sur le Lys Chantilly. C'est une initiative qui a bien sûr été engagée par mon prédécesseur, ici présent, Nicolas Moulin, et sur lesquelles on va continuer, et je vais vous présenter les avancées et aussi les questions qu'on se pose, parce que bien sûr il y a des sujets techniques, hein, on peut expliquer ce que l'ASA, donc du Lys Chantilly, va faire, mais au-delà de ça, on se rend compte que chaque programme a ses limites, et les limites, c'est ce que veulent faire les personnes qui vivent dans le Lys Chantilly. Et sans un véritable engagement des personnes, on se rend compte que notre action sera quand même limitée. Alors, notre rôle, c'est de montrer l'exemple, mais au-delà de ça, probablement beaucoup plus de faire de la pédagogie, c'est-à-dire d'expliquer l'importance en fait des arbres. En tout cas, c'est ce qu'on va s'efforcer de faire, avec l'aide d'une part, donc j'espère pouvoir compter sur votre aide, M. Marcus, aussi avec l'aide du PNR, donc une personne qui nous a déjà aidé lors des précédentes manifestations, puisque l'an passé, l'ASA du Lys Chantilly a lancé le Festival de l'Arbre, puisqu'avant il était très peu célébré dans la région, donc on a été les premiers, je dirais, à le lancer timidement. Il y avait très peu de monde qui est venu, et M. Anglerot, qui est ici présent, donc correspondant du PNR, avait déjà accepté de s'associer à l'initiative, et j'espère qu'on continuera à travailler avec le PNR aussi. Voilà, donc je ne vais pas revenir sur l'histoire du Lys Chantilly, parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui l'ont expliqué beaucoup mieux que moi. Mais le point important dont on est tous conscients, c'est qu'effectivement, on est une terre d'eau, de chasse, de cheval, les caractères sont un petit peu superposés, et une terre aussi de villégiature, et qu'en fait cette histoire et cette finalement géologie impacte aujourd'hui notre mode de vie, et ça on en est tout à fait conscient. Ah oui, donc la souris ne marche pas, voilà. Alors, en chiffres, très rapidement, donc notre héritage, c'est 760 hectares dans lesquels se sont installées donc, des propriétés. C'est 7000 arbres qui sont le domaine public de l'association syndicale autorisée. Je fais une petite digression juste pour expliquer qu'on a beaucoup de difficultés aujourd'hui à expliquer qu'on n'est pas une association, malgré le fait qu'on s'appelle une association. Puisque, si vous regardez dans Wikipédia, c'est très bien expliqué, une association syndicale autorisée, c'est un établissement public, et donc on a quand même une compétence qui est parfaitement définie, et on est obligé de travailler selon ce qu'on a le droit de faire, hein, comme tous les établissements publics. Voilà. Donc, domaine public, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces arbres sont implantés sur les parcelles privées, mais le cahier des charges définit que ça consiste à être une servitude, et que donc ces arbres sont gérés par l'établissement. Donc l'établissement que je représente ici, et qui a dans lequel on a 15 conseillers qui œuvrent et qui décident de tous les investissements qui sont faits, gère, c'est 7000 arbres, un peu moins de 7000 arbres. Mais à côté de ça, on a 70 000 arbres privés. Et ce dont on se rend compte, c'est que si on s'occupe de nos 7000 arbres et que par ailleurs on est un petit peu, il y a un certain laisser-aller sur les 70 000 arbres, finalement on n'aura pas adressé le vrai problème. Voilà. Donc d'où l'importance de la pédagogie. Notre challenge, c'est 1500 propriétés privées, avec beaucoup de personnes qui sont installées dans le Lys, avec une farouche volonté justement de garder cette autonomie, cette importance de la propriété privée. Donc la pédagogie est d'autant plus compliquée.
et 1600 points lumineux, alors je vais en parler après parce qu'il y a un impact sur l'écologie, et 130 puits d'infiltration. Et ça aussi, c'est un vrai sujet. Alors, c'est dans l'autre sens, voilà. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, on a des tendances urbaines, hein, justement, des personnes qui se... Attendez, je crois qu'il y a... Voilà. Besoin des arbres. Aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est que les arbres, hein, si j'ai bien écouté la leçon, ils ont besoin d'eau, qui finalement s'infiltre dans le sol. Ils ont besoin d'un cycle naturel de lumière, donc de photosynthèse, et puis aussi ils ont besoin de se nourrir, donc des feuilles qui les alimentent. Et là, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que là, la réalité aujourd'hui, les tendances urbaines, c'est pas trop la lumière naturelle, c'est d'avoir des magnifiques candélabres qui sont superbes. Il y a peu de villes qui peuvent se vanter d'avoir une telle uniformité et une telle esthétique d'éclairage. Mais bon, voilà, à quel prix, on verra après. Donc un éclairage nocturne permanent, des puisards. Alors, qui dit puisard dit donc des réseaux à entretenir, qui sont régulièrement bouchés par les feuilles, qui sont coûteux à entretenir. Et aujourd'hui, on le verra tout à l'heure, on se rend compte de plus en plus que ça n'est pas la bonne solution. Voilà. Et puis, des tonnes de déchets collectés. Donc j'avais rencontré il y a quelque temps des employés de la communauté de communes de l'aire cantilienne qui me disaient c'est très simple, le plus gros volume de déchets qu'on collecte, effectivement, ce sont les déchets végétaux. Voilà. Donc ça, en fait, on se rend compte du contraste entre les deux pages, c'est qu'aujourd'hui, il y a des pratiques qui sont ancrées depuis longtemps et sur lesquelles on va essayer de travailler. Voilà. Alors, voilà la question, choisir notre futur. Je pense qu'on en revient à la question que je posais au départ. Aujourd'hui, l'ASA du Lys Chantilly gère, dans son objet, en fait, de gérer un certain nombre de travaux, d'envoi de la voie, de l'éclairage public, faciliter l'implantation des réseaux, tels que le très haut débit, tels que s'assurer que le réseau téléphonique, la couverture, GSM, etc., s'assurer que tous les services sont là. Donc ça, c'est ce qui est dans l'objet. Très honnêtement, ces compétences, une commune pourrait très bien les gérer, on n'a pas besoin de notre établissement public pour les gérer. Sauf que si on a un choix à faire, si on accepte de devenir un lotissement lambda avec des petits terrains sans arbres, etc., on n'a plus, l'ASA du Lys Chantilly n'a plus aucune raison d'exister, on ne sert pas à grand-chose. Ce qu'on gère aujourd'hui, n'importe quelle commune qui est bien gérée peut parfaitement le faire. Si en revanche on veut conserver des arbres, on veut conserver cette exception, parce qu'il faut se rendre compte qu'avoir ces arbres, vivre au milieu des arbres tel qu'on le fait aujourd'hui, c'est une chance, c'est une exception. Alors, on n'est pas les seuls, il n'y a pas que le Lys Chantilly qui a des arbres, qui vit au milieu des arbres. Fort heureusement, il y a d'autres quartiers, dans la Morlaix et dans l'Oise en particulier. Si j'ai bien compris, la leçon sur la continuité écologique. Mais cette exception, en tout cas, si nous on veut la garder, il va falloir qu'on fasse des choix. Et quand on fait des choix, ça veut dire abandonner des choses. Donc, faire des choix, c'est accepter un certain nombre d'avantages. Donc les arbres, on se rend compte aujourd'hui, d'ailleurs j'ai vu une excellente vidéo qui a été faite en Amérique du Nord qui expliquait que lorsqu'on vit dans les villes, au milieu des arbres, il y a une baisse de prise de médicaments de 30%. Je ne sais pas, peut-être que vous l'avez dit, je n'ai pas assisté aux conférences ce matin. Voilà. On a également beaucoup moins de dépression parce que les gens en fait ont une isolation au bruit des voisins, parce que les arbres sont extrêmement isolants au niveau du bruit. Ils sont également régulateurs de température, en fait la température donc des fortes chaleurs, ils sont régulateurs sur l'humidité, même si on se plaint de l'humidité, en fait cette humidité est énormément régulée par les arbres. On se rend compte dans les zones désertiques, hein, les personnes qui ont déjà vécu ou travaillé dans des zones désertiques, la gestion de l'eau est quasiment impossible, c'est-à-dire qu'on passe brutalement d'un environnement très très sec, et comme la terre est dure, l'eau elle dévale et c'est absolument ingérable. Quand on est en forêt, on a une chance inouïe, c'est que ça régule absolument tout. Voilà. Donc il va falloir qu'on choisisse notre futur. C'est clairement pas les élus du conseil syndical qui vont pouvoir le faire, sans les habitants. C'est les habitants qui vont devoir le faire. Et je pense que notre challenge, ça va être de faire comprendre ce message. Voilà.
Donc voilà aujourd'hui ce que nous on va essayer de faire. J'ai des petits soucis de couleur. Donc là il y a écrit 7000, hein, c'est pas 3-0, il n'y a pas 0 arbre. Donc sur les accotements, alors ce que nous on va essayer de faire. Donc la première étape a été engagée donc en 2017 avec un rapport d'analyse sur la mort des arbres qui avaient été plantés. Donc il y avait un objectif vertueux au départ, qui était de dire on constate que notre forêt vieillit. Bon. On constate qu'il y a des arbres qui sont sénescents, qui sont des chênes en moyenne, je crois, qui ont 200 ans d'âge sur le lys. Enfin, c'est ce qu'on a comme information par rapport à la date à laquelle ils ont été plantés pour assécher donc, la zone marécageuse. Donc au départ, on se disait, on n'en a pas 50, on en replante 100 et on y va. Premier essai sur les accotements, beaucoup d'arbres morts. Donc enquête. Et là, on s'est rendu compte que bon, il y avait plein de raisons. Effectivement, je ne vais pas revenir sur l'exposé précédent qui est de loin plus complet que le mien, mais en fait, on s'est rendu compte que se précipiter ne servait à rien. Il fallait mieux bien faire que de faire beaucoup. C'est-à-dire que les personnes qui ont travaillé un peu dans un environnement technique, et ça s'applique, je dirais, à tout ce qui est technique, c'est qu'on ne fonce pas comme des balles, on teste un concept, on vérifie qu'il marche, et ensuite on le déroule. Donc nous, on a voulu un petit peu aller plus vite, parce que, je dirais pour bien faire, parce que on voyait la forêt se dégrader, mais aujourd'hui, on est obligé de faire un petit peu marche arrière, de dire on va tester ce concept. Donc on va tester l'adaptation de nouvelles essences forestières, on va regarder ce que ça donne et en fonction de celles qui vont se comporter, alors en restant modeste, parce que ce qu'on a compris lorsqu'on a eu donc d'ailleurs une étude qui nous a été proposée donc, par le PNR il y a plusieurs années, donc lors des 90 ans du lys Chantilly, on avait eu une étude du sol et des arbres qui avaient été faites par un cabinet donc, d'études sur l'état des sols sur les arbres et qui nous avait expliqué que le lys Chantilly, qui me paraît quand même pas si grand que ça, finalement il y a des environnements géologiques qui sont différents selon les zones du lys. C'est-à-dire qu'au nord, au milieu, au sud, on a une nature de terre différente qui peut effectivement, alors il y a des endroits où apparemment le plateau de Bray remonte, donc on a beaucoup de calcaire, d'autres où on a vers le bas où il y a plus de marécages, nord-est où il y a plus de sable. Du coup, les arbres qui s'y plaisent ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc tout ça pour dire que les tests qu'on va faire, on risque quand même de tâtonner un petit peu en fonction des zones, parce que c'est pas parce qu'on va tester des arbres à un endroit, on va dire chouette, ça fonctionne, qu'on va pouvoir faire dérouler les mêmes partout. On va être obligé quand même d'y aller tout doucement. Sinon, on risque quoi? On risque déjà de perdre de l'argent, parce que on va constater que les arbres meurent, et je pense qu'il ne faut pas s'entêter et les replanter bêtement, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis, voilà, il va falloir un petit peu s'armer de patience. Donc, et ce qu'on voudrait faire aussi, c'est faire utiliser en fait ces tests pour faire un premier retour d'expérience finalement aux membres que sont les propriétaires du lys Chantilly, en leur disant voilà, on a fait tel et tel essai de plantation, voilà ce que ça donne, et si vous voulez faire la même chose, au moins utiliser cette expérience, puisqu'on a des études qui ont été faites par des paysagistes, par un bureau d'études, donc travaillant pour le compte du PNR d'une part, et un autre pour le compte du lys Chantilly. Ça ne marche pas. Si, ça y est. Voilà. Alors, dans les propriétés privées, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on a mis en place avec l'aide de la commune de la Morlaix, alors je dis Gouvieux, c'est pas encore en place avec Gouvieux, on va faire comme on le fait très souvent, on met en place quelque chose avec la Morlaix, et puis si ça marche bien, on pousse Gouvieux pour faire la même chose. Voilà. Ce qu'on a mis en place avec la mairie de la Morlaix, c'est donc un processus de demande d'abattage. Alors pourquoi il a été géré? Il y a plusieurs personnes qui nous ont posé la question auparavant par notre établissement et maintenant par la mairie. Tout simplement parce que la réponse est toute bête. C'est parce que c'est une des compétences de la mairie. Voilà. C'est aussi bête que ça. La réponse est purement juridique. Alors maintenant, comment nous on peut aider
à faire fonctionner ce processus, ben, tout simplement, on va travailler ensemble avec des ressources qui sont dédiées, qui vont aider à évaluer la dangerosité. Alors, dans les cas critiques, probablement, on pourra faire appel, en dehors de nos équipes, à des experts complémentaires, mais on va essayer de traiter la majorité des cas avec le personnel de l'ASA. Donc, dangerosité imminente, parce qu'il ne faut pas non plus embêter les personnes qui sont vertueuses. Hein. Le risque dans ce type de processus, c'est de s'embêter avec des processus qui sont relativement lourds, qui peuvent être mal vécus et rater l'essentiel. Donc, quand il y aura une dangerosité imminente, on demandera à ce qu'il y ait une autorisation d'abattage qui soit immédiate. Et quand il n'y aura pas de dangerosité ou une dangerosité latente, dans ce cas-là, on fera automatiquement une autorisation, mais qui prendra du temps, qui sera soumise au processus que je ne maîtrise pas bien, donc je ne vais pas en parler dans les détails, mais qui sera assorti dans tous les cas. Alors dans le cas d'un abattage immédiat aussi, dans les deux cas, ça sera assorti d'une obligation de replantation. Voilà. Fin 2019, ce qu'on veut lancer, c'est un contrat cadre de fourniture d'arbres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on laisse les propriétaires se débrouiller tout seuls pour acheter les arbres. Donc, ils ne savent pas lesquels acheter. Il y en a de temps en temps qui sont venus nous voir en nous disant est-ce que je peux acheter un palmier? Il dit oui, bien sûr, vous pouvez acheter un palmier. Simplement, lorsque vous abattez un chêne, replantez quand même une essence endémique ou tout du moins qui s'adapte. Voilà. Mais si vous voulez en plus un palmier sur votre terrasse, faites-vous plaisir avec votre palmier. On va essayer de faciliter la négociation avec un contrat cadre de fourniture d'arbres. Et puis, ce sur quoi on est en train de travailler aussi, je ne sais pas si elle est partie, Muriel, mais donc Muriel Florin qui nous aide à monter un parrainage et un sponsoring avec carrément des arbres gratuits. Donc ça, on continue à travailler dessus, on en est au début, donc là on va faire dans une semaine, il y aura on va organiser ça au golf, en fait on va offrir aux gens une collation, et plutôt que de les obliger à acheter des arbres, et on va leur offrir des arbres. Voilà. Donc on démarre la semaine prochaine, mais bon, pour le moment on y va tout doucement, mais notre objectif c'est vraiment d'accompagner dans la replantation. Voilà. Alors l'obligation j'oubliais effectivement, l'obligation de reboisement est inscrite dans le cahier des charges du lotissement du Lis-Chantilly, donc dans le document de droit privé. Et on s'appuie aujourd'hui sur ce document aussi, sur ce contrat, pour inciter les gens à replanter. Maintenant, il est clair que l'important, ça va être quand même l'accompagnement qu'on va offrir pour faire ces replantations. Voilà, alors, ce qu'on va aussi monter comme aide, mais là encore on en est tout au début, c'est expliquer comment pouvoir changer les pratiques. Et ça, je ne me fais pas d'illusions, ça va être quelque chose d'extrêmement long. On va mettre en place un service civique, puisqu'on y a droit en tant qu'établissement public, avec des personnes qui vont pouvoir expliquer comment faire du compostage, parce qu'aujourd'hui, quand on parle avec des personnes du Lys, il y en a plein qui nous disent voilà, moi j'ai un vieux tas de feuilles au fond de mon terrain, mais au bout de plusieurs années, j'ai toujours pas de compost, j'ai toujours pas de terreau. Donc il y a des pratiques toutes bêtes en fait qui fonctionnent très bien, mais pour ça, faut peut-être se donner un petit peu la peine de les expliquer. Aujourd'hui, je pense que personne ne le fait. C'est-à-dire que tout bêtement, la pédagogie développée dans le cadre des initiatives de la communauté de communes, si vous regardez la technique, c'est très bien, mais cette pédagogie, elle s'adresse en général à des personnes qui ont des petits terrains, voire des appartements. Comment finalement recycler vos épluchures de carottes. Mais bon, les épluchures de carottes, et puis quand vous avez 10 000 m² avec 200 chênes, c'est pas vraiment... la technique est peut-être la même, mais par contre, on se rend compte très vite que l'organisation du premier cas ne peut pas fonctionner dans le deuxième. C'est-à-dire qu'il faut vraiment calculer la surface dont on a besoin, et puis surtout, il faut faire tourner. C'est-à-dire que alors, vous m'arrêtez parce que c'est quelque chose, moi, que j'ai vu par la pratique, et
et pas du tout par la... Je sais pas toute la théorie qu'il y a derrière, mais on se rend compte aujourd'hui que si on ne met pas en place plusieurs zones de compost, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il faut laisser le temps au compost de se former. Et je peux vous dire, pour l'avoir testé, en plus je suis plutôt dans le nord du Lys, donc dans la partie qui n'est pas la plus marécageuse, que ça fonctionne très bien, qu'on a des lombriques, on met rien d'autre que des feuilles de chêne, on ajoute les résidus de tonte, on mélange tout ça parce qu'on m'a expliqué qu'il fallait mélanger du carbone et de l'azote. Donc on mélange tout ça, on attend 3 ans et on a des lombriques à l'intérieur et la terre est très fine. Donc ça fonctionne parfaitement. Par contre, la contrainte, c'est qu'il faut abandonner des mètres carrés, parce que si on n'a pas plusieurs zones, et ben en fait le compost n'a pas le temps de se former. Alors après, il y a des personnes qui me disent oui mais c'est tout moche, j'ai des ronces qui poussent au milieu, etc. En fait, si on n'y touche pas, pendant quelques temps, il n'y a pas de ronces qui poussent. Enfin moi, j'en ai pas vu du tout. Simplement, il faut vraiment être un petit peu discipliné, c'est-à-dire qu'il faut garder les 3 zones. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer d'expliquer aux habitants du Lys, c'est qu'en fait, ça fonctionne parfaitement et vous avez vraiment un terreau qui est tout à fait correct et qui en plus est endémique, donc vous pouvez le remettre au pied des arbres et les arbres sont ravis. Voilà. Mulching, alors la discussion sur le mulching que j'ai eue tout à l'heure avec aussi plusieurs personnes du Lys, c'est qu'en fait on a un problème d'œuf et de poule. Alors l'œuf et la poule, rien à voir avec les arbres, si ce n'est que quand on parle aujourd'hui avec les entreprises, elles nous disent, enfin moi j'ai parlé avec plusieurs entreprises qui me disent, ouais mais attendez, moi mon équipement fait du mulching, mais bon il n'est pas vraiment fait pour ça, de toute manière je ne vois pas pourquoi je m'équiperais pour faire un mulching ultra fin, vu que 90% des gens ne me demandent pas de mulching, ils me demandent de ramasser. Et quand on discute avec les propriétaires, ils nous disent, bah oui mais moi je veux bien faire du mulching, mais les entreprises ne me le proposent pas. Donc il y a peut-être quelque part un cercle vicieux à réussir à casser. Aujourd'hui, il est clair que ces équipements coûtent relativement cher, donc il y a probablement un moyen à trouver pour casser ce cercle. Et alors, il y a aussi des personnes qui ont des tout petits terrains qui nous disent « Moi, je ne supporte pas le mulching, c'est moche, moi je veux un gazon impeccable. » Et là, je dirais, en fait, encore une fois, enfin, ça oblige à rentrer dans des points techniques, mais selon les matériels de mulching, il y en a qui mulchent plus ou moins fin. Et si vous proposez un matériel de mulching à quelqu'un qui est très exigeant sur la qualité de son gazon, bah, du coup, ça fait des gros morceaux de feuilles, c'est pas compliqué à comprendre, ça tombe sur les brins d'herbe au lieu de tomber entre les brins d'herbe, et du coup, ça fait moche. Voilà. Bon, donc il y a quand même des moyens de faire du mulching, de garder quand même de l'herbe, de satisfaire les amoureux de gazon, tout en passant quand même du mulching. Voilà. Et il y a des personnes qui aujourd'hui disent mais moi c'est pas grave, je continue à mettre des produits, j'enrichis mon gazon. Bon, voilà. En tout cas, tant qu'ils l'enrichissent, le message qu'on essaye de passer, c'est tant qu'ils l'enrichissent, ben, c'est bien. Mais aujourd'hui, il y a aussi des gens qui enlèvent les feuilles et qui mettent rien à la place. Et là, il faut bien comprendre qu'au bout d'un moment, ben, les arbres, ils vont avoir beaucoup de difficultés à s'y retrouver. Alors, le souci de la tonde autour des arbres, alors là, j'ai remarqué que dans le Lys, il y avait à peu près 2 marques de tondeuses, 2 ou 3, toujours à peu près les mêmes, donc probablement tout le monde s'est rencontré chez le même vendeur. Mais aujourd'hui, il y a quand même des matériels qui permettent de tourner relativement près autour des arbres, avec un grand rayon de braquage. Et j'en ai pas vu beaucoup, mais ça permet de couper l'herbe et surtout essayer de ne pas la couper trop basse parce que sinon on a un gazon de golf, mais c'est pas forcément propice aux arbres. Et puis dernier point, donc se regrouper pour négocier. Et là, moi je fais un appel, alors il est au fond de la salle caché, tout petit, donc l'association Vivre au Lys a lancé plusieurs appels pour se regrouper, pour acheter donc soit des matériels, soit faire appel à des prestations. Aujourd'hui, il y a très peu de réponses. Donc nous, on va essayer de le faire donc au niveau de l'établissement pour les arbres, parce que ça peut être dans notre compétence. Par contre, on ne pourra pas tout faire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas vraiment une volonté des propriétaires de se regrouper pour pouvoir négocier alors, au sein de Vivre au Lys ou d'autres associations, je dirais, quoi qu'il en soit,
quand les propriétaires aujourd'hui se plaignent des coûts, hein, des prestations, c'est vrai que la première chose à faire, c'est peut-être de travailler tous ensemble. Voilà, l'éclairage public. Alors, vrai sujet. Aujourd'hui, en plus, on a des gros problèmes de vieillissement des installations, couplés avec des problèmes de travaux sur la haute tension. Enfin bref, je ne veux pas rentrer dans le sujet. Mais on va en profiter pour faire une transition énergétique, donc pour passer des sodium haute pression qui sont aujourd'hui l'éclairage orangé que vous voyez dans le lys, on va le passer vers des LED. Alors, il y a des conseillers qui sont venus vers moi qui m'ont dit « Ah, chouette, on va enfin pouvoir avoir du blanc qui claque. » Alors là, mauvaise nouvelle. Voilà. En fait, on se rend compte que, enfin, encore une fois, on peut vouloir transformer le lys en centre-ville, mais ça revient à la question du choix qu'on veut faire. Si on veut avoir un éclairage qui n'est pas trop agressif pour la faune, pour la photosynthèse, il faudrait quand même accepter d'avoir des températures de couleur très basses. Donc c'est quoi une température de couleur? Donc en gros, là, quand vous avez des LED avec une lumière bien bleutée, donc vous êtes dans les 6000 degrés Kelvin, donc ça se mesure en degrés Kelvin, et nos SHP, donc nos lampes orangées que vous voyez dans le lys, elles sont plutôt dans les 1900 degrés Kelvin. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver, alors aujourd'hui c'est difficile, parce que alors ça c'est incroyable, c'est encore l'œuf et la poule, c'est qu'en fait quand on parle aux personnes qui vendent de l'éclairage, ils nous disent non, on ne veut pas vous proposer ça, parce qu'en France c'est soit blanc chaud, soit blanc froid. Alors on leur dit mais dans les autres pays vous faites quoi? Ah mais non, les autres pays c'est pas pareil. Donc il y a vraiment, encore une fois, un cercle d'habitudes qui n'est pas réellement motivé, enfin, l'habitude s'automotive, hein, c'est comme les prédictions, enfin le système autoprédictif, ça s'automotive, il n'y a pas de raison, mais c'est comme ça parce que c'est comme ça. Donc il faut essayer d'arriver à casser ce cercle. Alors je ne sais pas comment trouver des approvisionnements, mais partir sur des LED, puisque ça existe techniquement, faire une LED, on peut la faire en rouge, tout le monde, vous avez tous vu dans les grandes surfaces de bricolage, on a toutes les couleurs possibles de LED, donc il n'y a aucun problème pour le faire, il n'y a aucune limitation technique, c'est juste un choix de fabrication des usines. Voilà. Donc, et ensuite un programme de baisse de l'intensité nocturne, parce qu'en fait, encore une fois, si on veut respecter le cycle de vie donc des arbres et de la faune et de la photosynthèse, c'est quand même meilleur de baisser l'intensité de nuit. Alors on va essayer de mettre en place donc justement des LED qui sont variables, puisque avec les LED on a la possibilité de mettre des variateurs. En tout cas certains types de LED, pas toutes, mais certains types de LED acceptent les variateurs, et donc en mettant en place un système qui permet de faire de la variation nocturne, on pourra faire une baisse durant certaines heures de la nuit. Donc on va tester le principe, on espère avoir pas trop de réactions négatives, et ça nous permettra aussi de faire des économies d'énergie. Voilà. Et puis l'eau, repenser l'eau. Alors là, je n'ose pas parler parce que je vais parler sous la... Voilà. Donc, en tout cas, sous le contrôle de Jean-Michel, le conseiller qui est présent dans la salle. Voilà. Donc, un des challenges aussi par rapport aux arbres, c'est de repenser notre gestion de l'eau. Alors, repenser notre gestion de l'eau, le premier point, c'est tout bête, mais c'est les profils de voirie. Si on fait une voirie qui est encaissée entre des accotements surélevés, non seulement l'eau n'infiltre pas sur les accotements, mais en plus elle dévale les voies. Alors je ne vous dis pas, si la rue est en pente, celui qui habite tout en bas, la tête qui fait, c'est très simple, c'est celui qui appelle régulièrement à notre établissement en criant, en disant mais vous vous rendez compte, devant chez moi il y a une flaque d'eau immense, etc. Donc il faut vraiment que petit à petit, alors on a de petits moyens dans l'établissement, mais au fur et à mesure on va refaire les voiries, on va changer le profil de voirie pour faciliter l'infiltration à la source. Alors j'ai mis un petit logo du ministère de l'écologie, volontairement, parce qu'en fait aujourd'hui les préconisations du ministère de l'écologie sont vraiment indubitables, c'est infiltrer à la source, et surtout quand on est dans un domaine comme le nôtre où il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de... Voilà, on a quand même suffisamment de surface pour infiltrer, et alors en plus ça tombe bien, ça fait du bien aux arbres. Donc profil de voirie à changer,
conseil à l'aménagement des entrées charretières. Là aussi, on a vu ensemble une problématique, c'est qu'il y a des entrées charretières je suppose que les entreprises de travaux ont plus ou moins bien conseillé des propriétaires, mais il y a des entrées charretières où l'eau finalement dévale vers la maison. Donc, alors c'est compliqué, surtout quand on vient de la refaire, mais c'est peut-être aussi à nous de conseiller les propriétaires pour qu'ils ne laissent pas les entreprises de travaux, là encore, faire comme elles ont l'habitude, hein, parce qu'elles arrivent, elles ont leur schéma, elles déroulent, et puis à la fin elles s'en vont, vous les payez, et vous vous rendez compte que l'entrée elle est versée, enfin, elle est inclinée dans le mauvais sens. Voilà, au lieu de suivre cette pente naturelle et de déverser l'eau sur les accotements, qui permettrait d'avoir une herbe, voilà, une belle herbe. Dispositif d'infiltration, alors là je vais très peu en parler parce que je ne connais pas suffisamment le sujet, mais aujourd'hui on est en train de réfléchir, parce que les puisards, et on a un réseau de 130 puisards avec donc leur réseau de regard, et on se rend compte aujourd'hui que c'est compliqué à gérer et que le système trouve sa limite lorsqu'il est rempli de feuilles. En plus, ça coûte cher à entretenir. Et quand il est rempli de feuilles, donc comme en ce moment, à la limite, il faudrait passer plusieurs fois. Et c'est un système qui est un petit peu sans fin. Alors que finalement, si on conçoit bien les accotements et qu'on utilise finalement la terre pour infiltrer, on a tous les avantages et on n'a pas tous ces coûts, parce que personne n'a envie de payer des personnes. Il faut payer soit des entreprises, soit nos propres employés pour gérer tous ces réseaux de puisards et de regards. Donc je pense que c'est avantageux pour personne. Voilà. L'incitation à la récupération de l'eau de pluie, hein, ça aussi c'est un point qui peut être intéressant. La limitation du béton et des enrobés. Alors bon, là encore, enfin, ça paraît être un point de bon sens, mais c'est vrai que bon, ça dépend des maisons, mais il y a certaines maisons où on a des envies citadines et on voit le béton et l'enrobé qui se développent énormément. Et après, ça devient très compliqué d'infiltrer l'eau. Et si en plus, encore une fois, c'est sur une zone très légèrement en pente, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse pente pour parfois même envahir directement le voisin. Donc c'est quelque chose sur lequel on va essayer de faire de la pédagogie, d'expliquer, de faire quand même attention au béton, ou alors aux enrobés, ou alors si on les fait, de s'arranger en tout cas pour qu'ils soient organisés de manière à infiltrer l'eau le plus possible sur le terrain. Donc pas laisser faire les entreprises, hein, il faut vraiment les piloter pour qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas en train de faire un enrobé en centre-ville. C'est pas la même chose que nous on est sur un environnement forestier. Voilà. J'ai pas trop dit de bêtises, Jean-Michel? Pas du tout, non. Je me permets d'ajouter, c'est qu'en plus, qu'est-ce que fait cette eau qui s'infiltre dans le sol? Elle alimente les forages d'anières. Une autre raison de limiter les puisards, c'est que l'eau qui tombe sur le lys, elle alimente soit les forages d'Anières-sur-Oise, soit les forages de Boran. Et les forages de Boran servent à l'alimentation en eau potable de la Morlaix, Gouvieux, Chantilly, Vineuil. Agnières, c'est toute une autre région. Donc il faut filtrer l'eau. Le sol va filtrer l'eau, ce que ne fait pas le puisard. Voilà, donc c'est une autre raison de limiter les puisards. Et puis sachez donc que notre eau, quand vous mettez des produits chimiques pour désherber ou des nitrates comme engrais, et bien cette eau, elle retourne dans le forage d'alimentation d'eau potable. La seule partie qui n'alimente pas les forages d'eau potable, c'est la partie basse qui est la partie près de l'avenue Charles de Gaulle dans le marais du Lys. Voilà, donc voilà ce qui est prévu sur le lit Chantilly. Donc si vous avez des questions, j'imagine que beaucoup des initiatives sont transposables à d'autres quartiers du Lys. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, j'espère en tout cas que ça pourra profiter à d'autres. Et j'espère qu'on sera novateur et qu'on pourra être fiers d'être novateur sur
ces initiatives et si ça peut profiter à d'autres, c'est tant mieux. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Déjà, je voulais dire bravo, d'accord, parce que je suis content que la... Non, je suis content que la relève soit faite. C'est vrai que quand on quitte un établissement, on a mis tout son cœur, on a une petite crainte derrière, et donc je suis très fier d'avoir bien choisi. Une remarque qu'on m'a faite récemment, c'est vrai que le LIS a beaucoup communiqué sur cette procédure d'abattage, et pour avoir discuté avec des habitants de la Morlaix, j'ai eu une fois une réflexion d'une personne qui m'a dit, mais en fait les arbres, la procédure d'abattage des arbres, c'est uniquement pour le LIS, pas pour le reste de la ville. Je fais non, cette procédure d'abattage et de conservation des arbres, elle est valable pour l'ensemble de la ville. Donc c'est c'est une idée qui semble pas très claire. C'est évident qu'un habitant du plein soleil, de tel quartier qu'il soit de la Morlaix, doit respecter cette même procédure d'abattage que pour le LIS. C'est vrai que le LIS a eu tendance à beaucoup communiquer là-dessus, donc je pense que les habitants du LIS, c'est très clair dans leur tête. Apparemment, semble-t-il, moins clair dans les habitants qui habitent dans d'autres quartiers. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on communique, puisque j'ai eu des amis très proches qui habitent le centre-ville qui m'ont dit « Bon, moi, quand j'avais un arbre, je n'en donne à personne. » Voilà, donc semble-t-il que c'est pas assez clair. Après, pour rebondir un petit peu sur ça m'a fait penser à quelque chose, j'ai pris une note, c'est que les grands propriétaires forestiers ont des plans de gestion forestière. Et donc, en fait, anticipent la gestion de leur forêt, font coupe pour replanter et faire perdurer un peu cette forêt. C'est vrai que la taille des terrains de LIS fait que le plan de gestion forestière n'est pas obligatoire pour ce type de terrain-là. Maintenant, je pense que c'est ce qui va être proposé dans la charte de l'arbre, c'est qu'on peut vous proposer un plan de gestion forestière pour vos propriétés. Et ce qui m'a, que j'ai découvert un petit peu ce soir, c'est, et pourquoi pas éventuellement, proposer, j'ai noté, un plan de gestion des sols. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que la problématique, bon, certes, il y a l'arbre, mais que si on ne gère pas son sol, il y a une problématique aussi pour l'arbre. Donc peut-être que des conseils de plan de gestion des sols seraient peut-être utiles, puisqu'en fait, on a appris beaucoup de choses ce soir. La difficulté, c'est que on est aujourd'hui pas aidé, j'allais dire, pour tout ça. C'est-à-dire qu'il nous faut, malheureusement, c'est toujours le bâton et l'âne, c'est que quand on n'a pas le bâton, c'est difficile de faire respecter en fait tout ça. Souvent, les propriétaires du LIS viennent nous voir en disant « pourquoi vous faites rien ?» on sent qu'il y a une revendication derrière et que les gens se demandent pourquoi il n'y a pas d'action. Alors l'action, en fait, c'est une action forcément qui est judiciaire, et aujourd'hui, on avait une petite faiblesse à ce niveau-là, puisque on doit faire ces signalements au procureur de la République, et que forcément un procureur, entre un dossier de viol ou de sévices ou un arbre qui est abattu, forcément sur son bureau, il fait vite le choix, il est comme tout le monde, il a beaucoup de boulot, donc il va hiérarchiser son travail. Et on en avait bien conscience, et c'est vrai qu'on travaillait au niveau de l'urbanisme, la SLC travaille, signale, on a remonté beaucoup de choses, et souvent ces dossiers n'aboutissaient pas. Donc j'ai pris la décision de rencontrer la semaine dernière le procureur de Senlis pour l'interpeller un petit peu sur ce dossier. Effectivement, il a reconnu qu'il n'a peut-être pas été assez attentif à cette problématique, qu'il n'avait peut-être pas cette notion de conservation, donc j'ai sensibilisé justement sur tous les sujets qu'on a pu aborder ce soir, sur la faiblesse de la forêt du Lys, son devenir, et que c'était important. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui on est en train de mettre en place une procédure également avec
les instances juridiques, et pour que ça puisse fonctionner normalement et reprendre un petit peu la main là-dessus. Et c'est arrivé, voilà. Il y a forcément une période de sensibilisation, comme toujours, mais on est obligé, derrière cette période derrière cette sensibilisation, qu'il y ait une arme un petit peu derrière aussi, pour des gens qui ne respecteraient pas tout ça. En tout cas, donc, la ville est derrière en fait, ce grand projet de conservation. Tout le monde est unanime pour dire qu'on vit dans un environnement de qualité, mais cet environnement, il faut le faire perdurer. Voilà. Alors, merci Monsieur le maire. Je vais apporter 3 compléments. À l'échelle de la commune de La Morlaye, il serait tout à fait imaginable d'avoir ce qu'on pourrait appeler l'équivalent d'un plan pluriannuel de développement forestier. Et ça nous serait d'autant plus facile qu'étant adhérent à la FNCOFOR, on est irréversiblement engagé vers la filière régulière et non plus la coupe rase. Ça fera qu'on en reparle et c'est possible. Ensuite, pour revenir à la discussion avec le procureur, mais il se trouve que depuis peu, alors je n'ai pas pensé à le documenter pour aujourd'hui, un décret est passé qui donne au préfet une responsabilité sur le patrimoine naturel et qui permet d'empêcher qu'on abatte notamment certains arbres ou qu'on comble certaines mares, etc. etc. Je n'ai pas pensé à amener les documents, je vous les transmettrai. Alors ensuite, l'appel sur les sols. Je suis notamment cofondateur du club parlementaire pour la protection et l'étude des sols. J'ai l'impression qu'à La Morlaye, la situation est mûre. Et donc, je vais voir avec mes amis de l'Agence française pour la biodiversité comment nous pourrions faire de La Morlaye, avec ses problèmes très particuliers de sol, une zone, j'allais dire, expérimentale, avec un certain manque de protection. Parce qu'une commune n'a jamais les moyens intellectuels de payer de la recherche, des chercheurs, etc. Par contre, si on est un cas intéressant, et on est en train de devenir un cas intéressant, pourquoi? Pas parce que vous vous y intéressez. Alors à ce moment-là, on pourrait éventuellement disposer effectivement d'abord d'une couverture pédologique qui serait quand même, peut-être même au 5 millième, peut-être en dessous, alors qu'actuellement à l'échelle française c'est 250 millièmes. Ça aiderait déjà beaucoup. Et ensuite, si on avait à la fois piézomètre et puis carte pédologique, on commencerait à savoir à peu près gérer nos sols et nos retenues d'eau. Donc je pense aussi à cette notion-là. Alors, vous avez parlé mulcher, pas mulcher, etc. Alors, dans tous les syndicats de gestion de bassins versants, je pense notamment à celui qui est juste à côté de chez nous, le SIH, on a des zones d'expansion des crues. Dans ces zones d'expansion des crues, de la prairie fleurie, etc. On évite quand même d'avoir certains arbres parce qu'on ne veut pas avoir des branches qui aillent dans les écrières. Et puis de temps en temps, plutôt en période, on va dire sèche, on vient couper cette prairie fleurie. Et alors on pourrait s'imaginer qu'il y a des barres de coupe. Pas du tout. Il existe des matériels extrêmement performants. Et là, c'est pas un matériel par propriétaire, c'est un matériel pour sans propriétaire, qui sont des sortes de tracteurs à très gros pneus, c'est pas fabriqué en France, à très gros pneus, donc très basse pression, extrêmement puissants, et qui vont transformer cette prairie fleurie en minuscules particules qui reconstituent le sol. Et eux, ils ont l'obligation que ça se reconstitue assez vite, parce qu'il ne faudrait pas que ça vienne boucher les cours d'eau, en l'occurrence c'est le petit Rhône et le Croult. Donc là, si vous voulez, je vous mettrai au contact peut-être de Quadri qui s'occupe de... Bon. Autre chose, il faut arrêter le gazon. Alors, évidemment, on ne va pas créer des gazonneux anonymes, encore que c'est une obligation. Mais, alors, forcément, quand on est intoxiqué à ce moment-là, on peut pas arrêter le gazon. Donc, ce qu'on va faire dans le parc, et ça c'est quand même grâce à la municipalité, on va essayer de vous montrer comment on peut avoir un joli parc avec du gazon, avec un verger conservatoire, il est en cours de plantation, et avec, au pied de tous les grands arbres, pour certains c'est un peu tard, mais ils vont quand même un peu plus vieux, de la prairie fleurie, du sous-bois. Et vous allez vous apercevoir que c'est très beau, c'est très joli, les arbres vivent beaucoup mieux. Et alors monsieur le maire, qu'est-ce qu'il va être content? Ce sera beaucoup moins cher à entretenir.
Alors, ce que je propose, c'est que pour ce que je vais commencer à faire, arbres protégés, etc., on ait une comptabilité. Et qu'on puisse voir la différence entre ce que ça coûtait quand on faisait avant et ce que ça coûte quand on ne fait pratiquement plus rien maintenant. Ça c'est direct. Après, il y a du coût indirect. C'est que le coût indirect, c'est que ça fait revenir des insectes, ça fait revenir des oiseaux, et ça fait revenir parmi des insectes qui vont manger les xylophages, et parmi les oiseaux, des oiseaux qui vont manger les xylophages. Vous voyez ? Donc, on va se servir du parc du château pour vous montrer par petits bouts, alors je sais pas où j'en serai à la fin de l'année prochaine, mais enfin, pour vous montrer par petits bouts comment on peut mieux faire. Mais n'oublions pas une chose, nous vivons dans le meilleur des cas 100 ans, les arbres sont tous plus ou moins potentiellement millénaires. Alors, on est dans des temps extrêmement différents. L'effort que je vais faire ici pendant 10 ans portera ses fruits un siècle plus tard. Ça, c'est très compliqué parce que nous ne sommes plus dans ces civilisations de nos arrière-arrière-arrière-grands-parents où on ouvrait un orme en deux pour avoir 2 hommes et que par conséquent, ces fûts devant aller vers la lumière développaient un tissu ligneux infiniment plus résistant à la flexion et donc on avait planté les 2 grandes poutres qui permettraient à nos arrière-arrière-arrière-petits-enfants de faire une grange. Cette pensée-là a disparu. Oui, mais c'est la seule pensée qui vaille en termes d'arbres et de forêts. Merci beaucoup. Je voulais juste ajouter quelque chose, c'est que je pense que si on parle à un certain nombre d'habitants du Lys Chantilly en termes de coûts d'entretien, autant l'abandon sur le... Enfin, je dirais, si on essaye de convaincre d'abandonner le gazon, les chances sont, je ne sais pas, de 5%, et encore je suis optimiste. Par contre, si on parle coût d'entretien, je suis absolument persuadée qu'on va trouver des oreilles attentives. Bien sûr, il faudra le démontrer, mais si on parle en termes de coût d'entretien et en le démontrant, là, je suis persuadée qu'on peut faire changer des pratiques. Si on boit beaucoup d'eau, on peut toujours boire quelques verres d'alcool. Merci. Merci. Au regard de ce dont vous venez de parler, des obligations à l'ASA, est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de votre expérience pour s'assurer que tous les bas-côtés du Lys soient en prairie fleurie? Donc ce qui relève du privé-privé, on peut pas facilement motiver les gens. Et puisque vous gérez, moi j'ai même reçu de temps en temps des notes me disant qu'éventuellement vous alliez nous faire payer pour l'entretien des bas-côtés. Au regard du fait que vous avez cette obligation, ne pourrions-nous pas, afin d'économiser de l'argent, avoir tous les bas-côtés du Lys en prairie fleurie? Alors vous auriez raison si les bas-côtés étaient soit municipaux, soit totalement propriété d'association. Ils sont pas propriété d'association, ils sont propriété. Si, je pense avoir la solution, parce qu'effectivement, voilà, c'est la propriété des enfin, pour une partie d'entre eux, en tout cas, ils sont la propriété de la commune, et pour une partie, ils sont la propriété des propriétaires privés. Mais je pense que, enfin, moi je propose en tout cas de démarrer une initiative avec des personnes qui le souhaitent, des propriétaires qui le souhaitent. Je suis sûre que je vais en trouver beaucoup pour démarrer cet essai. Voilà. L'autre point, c'est qu'effectivement, on a décidé, enfin, je pense pouvoir dire fièrement que je l'ai annoncé lors de la dernière assemblée des propriétaires, que je ne taxerai plus jamais lorsque les feuilles ne sont pas ramassées. Parce que je trouve que c'est un crime un crime lèse-arbre. Donc effectivement, l'entretien des accotements, alors également le message que j'ai passé, c'est que effectivement les gens qui laissent des ronces ou des autres comme ça, il peut y avoir des enfants blessés, etc. Donc aujourd'hui, on se contente uniquement de le faire pour les personnes qui vraiment n'entretiennent, mais pas du tout. C'est-à-dire non pas comme dans le passé, les propriétaires qui avaient raté une tonte, qu'on embêtait, aujourd'hui on ne le fait plus parce que je trouve que ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs on ne l'a pas fait du tout cette année. Voilà. Donc on est déjà dans cette dynamique et en tout cas on est partant pour faire un essai. Enfin, je suis sûre de trouver des
propriétaires pour faire l'essai sur une partie des accotements, puisqu'on a la servitude en tant qu'établissement public sur ces accotements de tout ce qu'on peut planter. Et les propriétaires ont la servitude d'entretien. Donc, voilà, donc je pense que si on leur dit qu'on s'en occupe, on va avoir beaucoup d'adeptes. Voilà, merci. Je renouvelle mon appel parce que, et ça va passer par vous, hein, ça va passer par vous, il serait nécessaire assez rapidement, au mois de novembre, de trouver quelques propriétaires soit conscients de la situation, soit bienveillants, chez lesquels nous puissions expérimenter la plantation de jeunes pousses, grâce à quoi nous pourrons sélectionner les plus résistants pour ce type de sol et ce type de climat. Et on est au mois de novembre, il est encore temps d'en trouver 2 ou 3 et d'aller planter 3 ou 4 variétés à raison éventuellement de 10 arbres par variété, etc. Enfin, après, il y a toute une procédure. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre, dès l'automne prochain, de pouvoir inaugurer la chose. Et moi, l'idée que je donne, c'est nous allons tester chez vous la reprise d'un certain nombre d'arbres et vous en bénéficierez pour une fraction. Alors après, tout reste à négocier. Mais ça change tout, parce que avoir des arbres qui poussent dans du néoluvisol et vouloir les faire pousser à la Morlaix, c'est de la pure folie. Ou en tout cas, c'est s'en remettre au hasard. Inscrivez-vous maintenant. On va sortir une newsletter prochainement. Je ne sais pas si Muriel n'est pas revenue. Et on proposera dessus effectivement de s'inscrire. On fera un appel aux inscriptions. Savoir une fois pour toutes, est-ce que les chevaux ont le droit d'utiliser les bas-côtés du lys? Alors donc, si vous mettez des parties fleuries, je pense que les propriétaires ne vont pas être très contents. Je peux répondre parce que là, je suis quand même assez qualifié. Premièrement, si votre cheval est convenablement éduqué, et si vous-même vous êtes bon cavalier, la prairie fleurie, c'est pas un problème, c'est une sorte de savane fleurie. Donc votre cheval passera. Maintenant, laissez-moi finir. Maintenant, si vous ne savez rien faire d'autre que tourner en rond dans un manège, de toute façon, il vaut mieux que vous restiez à tourner en rond dans un manège, surtout votre cheval, parce qu'à l'extérieur, il ne sait plus où il en est. J'ai traversé la place de la Concorde à cheval, je peux en parler. Maintenant, la pression au sol du pied d'un cheval est extrêmement faible. Elle est beaucoup plus faible que celle des pneus d'une automobile. C'est d'ailleurs pour ça que là où le sol est très fragile, dans des zones humides très fragiles, on continue à débarder à cheval pour éviter la pression des engins. La pression au sol du pied d'un cheval, surtout s'il marche, même s'il trotte et que son trot est équilibré, est extrêmement faible. Donc le cheval n'habite pas les sols. Je suis curieuse de savoir ce que vous allez planter comme prairie sous les arbres. Parce que moi, ça va. C'est pas chez vous, ça. C'est le long de la maison. Ce qu'on va faire dans le parc pourra vous servir de modèle si toutefois votre terrain et vos arbres sont comparables. Alors si vous avez de la mousse, je ne sais pas du tout sous quels arbres vous avez de la mousse, mais c'est probablement que vous avez cherché à avoir du gazon. Vous n'avez pas cherché à avoir du gazon et vous n'avez pas de sous-bois. Vous avez un sous-bois avec des ronces, etc. Et vous cherchez, vous le coupez régulièrement ou vous le laissez vivre. Le poil à la mousse. Le sous-bois. Regardez les autres, je ne touche à rien. J'ai d'ailleurs plus de plantes dans mon jardin que je n'avais il y a
je peux pas vous répondre. J'ai pas de réponse. C'est comme si quelqu'un me disait j'ai la fièvre, qu'est-ce que vous avez, docteur? Ça va prendre un certain temps. Merci.